Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. Une prof trop popue. Nous sommes dans le présent. Nous sommes dans le monde de l'éducation nationale. Evelyne accueille avec plaisir cette nomination dans un lycée réputé difficile. En général, les demandes de mutation vont dans l'autre sens. La plupart des profs évitent les lycées classés en zone prioritaire, alors quand l'académie reçoit une requête de ce genre, elle l'enregistre sans tarder. Sa démarche n'est pas innocente. Evelyne, dont la vie n'a jamais connu l'ombre d'une punition, supporte mal le carcan qui régit l'éducation nationale. Selon elle, on doit apprendre dans la joie et la créativité. Pour ce programme, elle possède beaucoup d'idées. Hélas, pour la mettre en œuvre dans un lycée cossu du 16e arrondissement, il faut affronter la direction, soucieuse de la bonne marche de l'établissement, l'inspection, garante des directives du cabinet du ministre, et les parents, angoissés à l'idée qu'une innovation pédagogique pourrait dissuader leur petit génie de désirer intégrer une grande école. Par contre, dans un lycée difficile, les parents sont absents. L'inspection ne veut pas de problème, et la direction en a assez comme ça. Aussi, Evelyne est-elle convaincue d'avoir une paix royale. Elle profite du mois d'août pour louer un petit studio à 100 mètres du lycée et repérer un gymnase. Car la passionnée de Baudelaire, la grande spécialiste des fleurs du mal, adore le sport. Elle en profite pour faire la connaissance des habitants du quartier, se lie d'amitié avec la boulangère et se dégote un petit restaurant qui lui conviendra parfaitement. Élevée dans le luxe, elle ne supporte pas la nourriture scolaire. Puis, pourquoi le cacher? La conversation de ses collègues l'insupporte. Elle en a un peu honte, elle doit bien l'avouer. Mais bon, elle est ainsi faite. La dernière semaine d'août, elle a meublé son appartement d'une quantité d'objets qui pourraient paraître futiles, voire bizarres, mais dont elle ne peut se passer. En rangeant, elle se promet de passer tous les week-ends à Paris. L'enseignement, c'est beau, mais il faut aussi vivre. Evelyne adore les nuits parisiennes, en tout cas, certaines. Enfin, le grand jour arrive. Débarquée la veille dans son studio, elle se lève et se maquille. Elle se fera la plus belle possible. Et dans ce domaine, elle peut beaucoup. C'est septembre, il fait encore beau, raison de plus pour en profiter. Elle enfile une petite robe en soie rose qui laisse ses épaules dénudées et arrive 10 centimètres au-dessus de ses genoux. À quoi bon passer l'été à se faire bronzer si c'est pour le cacher une fois les vacances terminées? De plus, le soleil aidant, la finesse du tissu ne dédaigne pas laisser entrevoir de temps en temps le reste de son corps. Seule concession convenance, elle a mis un soutien-gorge, noir pour qu'on le voie. Elle n'a que 100 mètres à parcourir et se trouve déjà au lycée lorsqu'arrive le principal. Habillée comme elle est, il la prend d'abord pour une parente d'élève. Il ne perd pas de temps cette année, pense-t-il, avant qu'elle ne se présente. Il la regarde sans cacher sa surprise. Ses pensées sont aisées à deviner. Elle va enseigner comme ça? Néanmoins, il se retient de toute remarque et ne dit rien. Réaction qui confirme l'idée d'Evelyne, ici on lui foutra la paix. Lorsqu'il sort de la salle, donnant sur la cour, des cris et des sifflets fusent de toutes parts. « Vise-moi la meuf !» Loin d'être courroucée, Evelyne salue. Les cris redoublent, elle salue à nouveau. Ce sera sous les acclamations qu'elle gagnera sa classe devant le regard ahuri du directeur. Sa première journée de cours se passe comme dans un rêve. Son entrée fracassante, connue de tous, c'est avec curiosité que les élèves viennent suivre ses leçons. Assise sur sa table, elle leur parle en copine. Les semaines passent. Elle devient bientôt la prof la plus popue du lycée, en tout cas auprès des étudiants. Chez ses collègues, il en va un peu différemment. Mais comme elle l'a prévu, le principal, qui n'est d'ailleurs pas insensible à son charme, ne veut pas d'ennui. « Foutez-lui la paix », lance-t-il au prof qui ose critiquer ses tenues provocantes. Lorsqu'elle a une pause entre deux leçons, elle va observer le cours de gymnastique, surtout lorsqu'il se déroule dans la cour. Depuis toujours, elle adore regarder les cours de gym. Elle s'est liée d'amitié avec le prof qui est aussi moniteur à son centre de sport. Les pires ragots circulent sur leur compte. Ragots qui ne font rien pour démentir puisqu'ils sont l'un et l'autre célibataires. Un jour au gymnase, elle lui demande quels sont ses goûts sexuels.
question qu'elle pose systématiquement à l'homme qu'elle désire. « Je suis homo », avoue-t-il. « Ah, je te comprends, moi aussi je préfère les hommes. D'ailleurs, si j'étais un homme, je serais homosexuel, plaisante-t-elle. » Il sourit. Comme elle lui a expliqué que le désir d'avoir la paix l'a poussé à demander sa mutation dans ce lycée, il ajoute « Ah, pour moi, ce serait plus facile dans le 16e. » Elle convient de la difficulté d'avouer son homosexualité dans un quartier populaire et lui promet de favoriser tous les bruits qui circulent sur leur union. Voilà 2 mois que ça dure et il apprécie le fait qu'elle continue à venir le voir pendant ses leçons. Il ignore qu'elle aime observer les cours de gym. Elle arrive, ils se parlent. Les élèves font des commentaires pendant qu'eux commentent les exercices. Soudain, ils aperçoivent Malika pleurant seule dans un coin. « Tu ne pourrais pas aller voir ce qu'elle a ?» lui demande-t-il. Très rapidement, la môme explique qu'Ariel ne veut plus d'elle et lui désigne un grand gaillard qui a déjà dû redoubler 4 fois et qui les toise toutes les 2 en faisant de la musculation. « T'es attiré par ça ?» lâche Evelyne dégoûtée. La môme s'attendait à tout sauf à cette réplique, d'autant que la prof de français ajoute « Ah, il faut te guérir de tel goût avant la ménopause, sinon tu vas passer à côté de la vie. » Elle parle sincèrement. L'autre s'en rend compte et éclate de rire. « Regarde-le, poursuit Evelyne, même pas fichu de tenir sur la poutre. » En effet, le jeune, les voyant rire, a perdu l'équilibre. Evelyne n'a pas fini. « T'as couché avec ?»« Non. »« Ah, c'est pour ça. Il te plaque avant. Car il sait que tu ne voudras plus de lui après. » Elle appelle son copain le prof de gym. « Qui est ce grand con ?»« Le caïd de la classe. »« Bah, j'en voudrais pas pour mon pieu. T'en voudrais, toi ?»« Ah ben non, tu connais mes goûts, » répond-il terrorisé par le culot d'Evelyne. « Ben moi, j'aurais bien aimé, » sourit la jeune fille. « Mais maintenant, ça va mieux ?» demande l'enseignante. « Ah ouais, c'est passé, » dit la môme en éclatant de rire. Plus tard, les autres élèves lui demanderont pourquoi elle riait avec la prof de français et elle se fera un malin plaisir de leur expliquer. C'est que M. Hubert peut en avoir marre d'Ariel. Voilà 3 ans qu'il redouble sa classe dans l'unique but de pouvoir chahuter son cours de français. Des chahuteurs, il en a connu, mais des comme ça. Nul doute que cette année encore, il va tout faire pour redoubler afin de le torturer une saison de plus. Quand seront-ils enfin débarrassés de cet imbécile? Voilà à quoi il songe en allant à ce conseil de classe. Oh, bien sûr, il lui a mis la moyenne, dans l'espoir d'en être débarrassé. Mais ses collègues auront-ils la même idée? Ceux des cours principaux, qui sont certains de ne pas le retrouver l'année prochaine, oui. Mais les défenseurs des petites matières, qui ont une classe de 2 heures par semaine et sont sûrs de retrouver le monstre, quoi qu'il arrive, pourquoi ferait-il un cadeau à un sale gosse qui de toute façon s'en fout? Les professeurs s'installent autour de la table. 2 classes d'âge doivent être examinées, aussi sont-ils plus nombreux que d'habitude. Celle qui se fait appeler Mademoiselle Evelyne, la vedette du lycée, qui héritera de sa classe l'année prochaine, est de la partie. Comme toujours, tout sourire, elle promène son humour sur l'assemblée. Naturellement, chez elle, personne n'échoue jamais. Forcément, ses élèves sont tous devenus des génies. Comment pourrait-il en être autrement avec une telle professeure? Le principal a, pour elle, les yeux de chimène. Hubert est d'ailleurs persuadé qu'elle se le tape de temps en temps. Pauvre prof de gym, pense-t-il. Durant la délibération, mademoiselle Evelyne s'est faite l'avocate de tous les cancres du lycée. Chaque fois, le principal surenchérit. Il est aisé de jouer les défenseurs de cancres lorsqu'on fait partie de la haute société. D'ailleurs, mademoiselle Evelyne mange tous les midis au restaurant de la ville, avec celui ou celle qu'elle a daigné inviter. Parfois, il s'agit du principal, plus souvent de ce fainéant prof de gym, de temps en temps d'un élève, quand ce n'est pas de toute une classe. Hubert, lui, n'a jamais eu cet honneur. Normal, il est prof de français, donc une menace. Avec lui, elle sait qu'elle n'aura pas le dernier mot. Il ne suffit pas de citer Baudelaire pour l'épater, et puis, c'est un intellectuel, un pur intellectuel. Avec lui, les tenues transparentes de mademoiselle Evelyne n'auront jamais d'effet, elle doit le sentir, intuition féminine. Tout à coup, le principal propose de passer à sa classe. La plupart des titulaires qui n'ont plus rien à faire se lèvent pour partir, sauf mademoiselle Evelyne, qui demande à rester. Elle aimerait connaître ses futurs étudiants. Naturellement, le principal l'en félicite. N'importe qui d'autre aurait eu pareille idée, il l'aurait trouvée saugrenue. Mais mademoiselle Evelyne, on la félicite, et elle sourit, comme d'habitude, d'un sourire hypocrite. Comme je n'ai pas d'obligation familiale, il m'est plus facile de rester. Oh, la brave petite. À un moment, Hubert croit que le principal va la féliciter pour sa modestie.
Non, finalement, on lui épargne ça. Tant mieux. Passons à la classe suivante, que cette comédie finisse et qu'il aille se coucher. Bizarrement, le premier qu'a traité est celui du bel Ariel. Comme prévu, les professeurs, sûrs d'en être débarrassés s'il réussit, lui ont donné la moyenne, les autres non. La discussion s'anime de plus en plus. Naturellement, Hubert doit à nouveau supporter la description des exploits du maître Eschahut. Il constate que mademoiselle Evelyne se retient de rire. Visiblement, les tapages lui plaisent. Hubert sacrifierait sa pension pour qu'elle en subisse un beau, bien animé. Quelle leçon ce serait? Qui sait? Avec un peu de chance, Ariel. Finalement, elle prononcera elle-même la phrase qui permettra au Kang de réussir sa première année scolaire depuis longtemps. Ça lui ferait peut-être du bien de changer de prof, dit-elle ingénue. T'as peut-être signé ton malheur, pense Hubert. En attendant, elle le regarde et souriante ajoute presque autant que les profs de s'en débarrasser. Voilà maintenant qu'elle se met à chercher une complicité avec lui. Mais pour qui se prend-elle? Il la fixe droit dans les yeux. La seule chose qui compte, c'est le bien de l'élève. Il ne se serait jamais cru capable de dire une telle ânerie à propos d'Ariel. Mais cette folle exagère. Cela dit, sa répartie ne la gêne même pas. Elle lui sourit. Nous sommes tout à fait d'accord. Bon, dans ce cas qu'il passe dans la classe suivante. Cette conclusion du principal détermine le sort du bel Ariel qui, l'année prochaine, aura la joie de découvrir la prof la plus popue du lycée. Hubert est impatient de voir le spectacle. Evelyne aborde avec plaisir sa deuxième année dans cet établissement difficile. Toutes les vacances, elle a expliqué aux gens qu'elle fréquente que l'idée qu'ils se font des lycées de banlieue est fausse. Elle doit avouer que ces explications ne sont pas toujours reçues comme elle le désirerait. Enfin, qu'importe. Elle va pouvoir à nouveau pratiquer, et c'est le plus important. De plus, elle bénéficie maintenant d'une certaine réputation. Elle est attendue et ça lui plaît. Ce matin, elle a tenu à mettre la même tenue que l'année précédente, sauf le soutien-gorge, qu'elle a définitivement jeté aux oubliettes. On peut ainsi deviner ses petits seins hâlés, comme en témoigne le regard du principal qui, hypocritement, complimente son bronzage. À ses côtés se trouve Hubert qui désire lui parler. « Vous allez avoir Ariel ?»« Oui, bon courage. »« Je ne m'inquiète pas. Si j'ai un problème, je sais que je peux compter sur vous. » Et elle le laisse en plomb. Décidément, elle ne supporte pas ce frustré qui ne jubile qu'au malheur des autres. La classe d'Ariel commence son année. « Je vais pouvoir affronter la terreur », murmure-t-elle en entrant dans sa classe où des sifflets l'accueillent. Les étudiants savent qu'elle aime ça. Aussi, ce qui était une tentative de déstabilisation est devenu un rituel source de complicité. Evelyne repère au premier rang Malika, qu'elle a consolée l'année précédente. Elles échangent un clin d'œil complice. À peine a-t-elle posé ses affaires sur son bureau qu'Ariel se lève et prend solennellement la parole. « Vous nous manquez de respect. Une prof n'a pas le droit d'enseigner habillée comme ça. »« Tu peux préciser ? Vous faites tout pour nous allumer. » »« Ben évidemment. C'est pas normal. »« Ah bon ? T'allumes pas, toi ? » ?»« Non. »« Et quand tu fais de la muscu, c'est pour exciter les barreaux ?» Un éclat de rire ponctué d'applaudissements accueille cette répartie qui condamne Ariel au silence jusqu'à la fin de la leçon. Le petit animal, il a essayé de la voir. Après la classe, elle le regarde partir très vite. Le petit mufle s'imagine qu'elle désire lui parler. Il la connaît mal. Evelyne est sympa, mais celui qui l'agresse, s'il veut faire la paix, doit le lui demander. Malika lui dit qu'elle est fière de faire partie de sa classe. « Tu n'es plus amoureuse ?» lui demande Evelyne. « Si, mais d'un autre » répond la môme avant de s'éclipser. « Félicitations » a-t-elle le temps de lui lâcher avant que la jeune fille ne franchisse la porte. Elle a 1 heure de battement et va dire bonjour au prof de gym. Ils ont passé leurs vacances ensemble. Oh, naturellement, l'histoire fera le tour du lycée, à l'exception du fait que le petit ami du gymnaste les accompagnait. Au début, les 2 garçons ont craint qu'elle ne se lasse de tenir la chandelle. Elle les a vite rassurés. Ils l'ont à peine vue de tout le séjour. Persuadé, comme tout le lycée, qu'ils sont ensemble, le principal a simplement demandé aux 2 professeurs d'éviter de s'embrasser devant les élèves. Il leur sait gré de respecter leurs promesses. Les cours succèdent aux cours. Ariel reste dans le fond, silencieux. Une fois encore, il intervient sur la tenue d'Evelyne, lui déclarant que s'il était le prof de gym, il lui foutrait des baffes. Déhué accueille ses propos. Fidèle à son caractère, Evelyne enfonce le clou. Il aime peut-être ça. Faut de l'imagination dans les rapports. Plutôt que de critiquer tout le monde, tu devrais apprendre. Tu risques de passer à côté d'un tas de belles choses. Et elle envoie un clin d'œil à Malika qui applaudit. Ariel
n'a visiblement plus le leadership dans sa classe. Quelques redoublants ont sa force physique, et son agression contre elle au début de l'année lui a mis la classe à dos. Il a bien essayé d'intimider l'un ou l'autre, mais en vain. Au conseil de classe, Evelyne rapporte cette évolution et reçoit à nouveau les félicitations du principal. Un jour, Ariel vient avec un Walkman et se met à écouter à tue-tête de la musique rap. Du coup, la conversation débouche sur cette musique. Evelyne avoue ne pas aimer. Mais ce sont les paroles qu'il faut écouter, lui lance une élève. Mais si la musique est toujours la même, je préfère les lire. La classe n'est pas d'accord et un jeune qui joue du rap tente de la convaincre que leur musique accompagne les paroles comme chez Brel ou Brassens. Evelyne décide alors de lui lancer un défi. Elle choisit les 10 poèmes de la littérature qui sont au programme et lui propose de prouver qu'il peut y mettre des nuances musicales. Les cours suivants se déroulent dans une salle insonorisée où tout le monde cherche des effets musicaux correspondant aux poèmes. Grâce à Ariel, elle a casé tout son programme de poésie. Pendant les leçons, la musique va tellement fort qu'Ariel ne peut plus écouter son Walkman. Naturellement, ils enregistrent aux frais d'Evelyne un CD qu'ils vendront aux copains. Un débat éclate. Faut-il mettre le nom d'Ariel sur la pochette? Plusieurs s'y opposent. D'autres y sont favorables car c'est le CD de la classe. Ils voudraient qu'Evelyne décide. Elle lance un débat sur le mérite et la responsabilité, histoire de gagner du temps car elle ne sait que faire. L'isolement du gosse l'inquiète. Pourquoi faut-il toujours qu'une personne gâche la fête? Ariel lui-même mettra fin au débat. Je ne veux pas voir mon nom sur cette merde. Evelyne a du mal à calmer le brouhaha. Elle se met à parler tout bas pour y parvenir et dès que le silence s'installe, tranche. 1. T'es pas obligé. 2. En ce qui concerne ton jugement, je te citerai une phrase de Jean Cocteau. Les ratés ne vous rateront pas. Un tonnerre d'applaudissements accueille ce discours. Les larmes aux yeux, Ariel se lève et claque la porte. Evelyne n'est pas très fière. Cette fois, elle a perdu son sang-froid. S'il ne revient pas à l'école demain, elle s'en sentira responsable. Elle en touche un mot au principal qui croit la rassurer en déclarant « Bon débarras ». Son ami le gymnaste tente de lui expliquer qu'il faut parfois savoir sacrifier une branche lorsque la survie de l'arbre est en jeu. C'est contraire à tout ce à quoi Evelyne croit. Non, l'intérêt individuel ne doit pas être sacrifié à l'intérêt collectif. Ce principe a causé trop de massacres dans l'histoire pour qu'elle l'applique. Pourtant, c'est ce que t'as fait. Lui lâche son compagnon, lassé de ses états d'âme. C'est à son tour de claquer la porte. Elle rentre seule et réfléchit toute la nuit, indifférente au message d'excuse de son copain le gymnaste. Le lendemain, ce dernier court à sa rencontre. Ariel est là. Du coup, elle l'embrasse et lui pardonne. Cette fois, elle va parler au chahuteur. Elle le coince, il fuit son regard, elle lui parle. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas la langue française? Je préfère le verlan. D'accord, je veux m'en aller. Vous n'avez pas le droit de me bloquer. Il la regarde méchamment, elle le laisse passer. Devant la classe, elle leur demande ce qu'ils pensent du verlan. Que du bien. La seule critique est que, pour le rap, il faudrait quelques règles, histoire d'être compris. Malika lui demande amusée, « C'est dans votre programme, le verlan ?» Elle les a déjà entretenus du problème que pose, pour une prof comme elle, l'existence d'un programme à suivre. Evelyne a trouvé une solution. On va créer une grammaire et un dictionnaire de verlan. Mais pour chaque problème que nous rencontrerons, nous regarderons comment l'Académie française s'y est prise lorsqu'elle a dû le résoudre pour le français à l'endroit. Et on voit si on fait comme eux, conclut la jeune fille. Ridicule, lâche Ariel, inutilement. Dès on le fait, jaillissent de la classe. Et les 2 heures de grammaire prévues au programme devinrent les plus prisées des mômes jusqu'à la fin de l'année. Tous participent, sauf Ariel. Quoique, quelquefois... Hubert est heureux de terminer sa journée plus tôt que prévu. Ces cons vont au théâtre. Grand bien leur face. Il va prendre sa voiture lorsqu'il aperçoit Ariel en train de crever les pneus de mademoiselle Evelyne. Inutile de dire que ce geste l'amuse particulièrement. « Oh, elle a de quoi s'en payer des neufs, murmure-t-il. Il aimerait être là lorsqu'elle découvrira que ce petit chéri qu'il aime tant ne sont pas tous amoureux d'elle. Je voudrais voir sa tête, articule-t-il tout bas, seul spectateur de sa jouissance. C'est exactement ce qu'Ariel est en train de se dire. Normalement, les élèves doivent revenir à la dernière heure de cours, histoire de discuter de la pièce. En passant, elle ne pourra pas ne pas voir sa voiture. Ariel ne raterait cette dernière heure pour rien au monde. Il fonce vers la maison de la culture, entre dans le noir et a juste le temps de s'asseoir. Les lumières se rallument et tout le monde se met à applaudir. Visiblement, la pièce a plu, car lorsqu'Evelyne se lève, tous l'accompagnent. Les faillots, pense Ariel, tout en se sentant lui aussi obligé de se mettre debout.
Évelyne l'aperçoit et apprécie. Elle croit m'avoir, pense-t-il. Cette idée le fait sourire et il hurle un bravo à l'intention des comédiens revenus saluer. Évelyne a entendu et sourit. Lorsqu'ils sortent, elle s'approche de lui. « Alors, t'as aimé ?» « Beaucoup, répond l'autre, espérant qu'elle ne lui pose pas trop de questions sur un spectacle qu'il n'a pas vu. « C'est le troisième acte que j'ai plus apprécié, et toi ?»« Ah, moi, c'est le deuxième. » Il voit Évelyne lui adresser un petit sourire triste et se diriger vers un autre groupe. Ariel la suit. Pas question qu'il la rate lorsqu'elle découvrira l'état de sa voiture. « C'est marrant, il n'y a pas eu d'entracte, » constate une élève. « Jamais dans les pièces en un acte, » répond Évelyne, tout en regardant Ariel. Ce dernier fait semblant de ne pas avoir entendu. S'être fait prendre redouble sa haine et provoque une certaine inquiétude. Il pénètre dans la cour de l'école. Voilà, ils vont passer devant la voiture. Ariel dévisage Évelyne. Elle voit, constate, reste de marbre et s'arrête. J'ai été victime de quelqu'un qui n'aime pas les pneus. Mon père est garagiste. Je peux arranger ça, lâche un élève. Je peux aider ? Très rapidement, 5 garçons se portent volontaires pour utiliser la dernière heure de cours à réparer la bagnole. En plus, ça vous coûtera rien. Ah si, un bon repas et on fera la fête. Ariel les voit tout heureux à l'idée d'avoir trouvé un prétexte pour s'amuser. Ceux qui n'ont pas la vocation de garagiste regagnent la classe. « Vous avez une idée de celui qui a fait le coup ?» demande une élève. « C'est le cadet de mes soucis, répond Évelyne. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un de la classe, lâche un élève soulagé. Pas dit, soupèse une future Sherlock Holmes. Quelqu'un a très bien pu profiter du noir pour quitter le théâtre et revenir avant la fin. Disant cela, elle regarde Ariel qui se sent immédiatement visée. « On n'a pas le droit d'accuser sans preuve. Raconte-nous la pièce, lui demande Malika. Évelyne prend la défense de l'accusé. Ariel a raison. On ne peut pas accuser sans preuve. Trop d'innocents sont en prison parce que des juges ont eu des intimes convictions. Nous ne devons pas suivre leur exemple. S'il nous dit qu'il est innocent, nous n'avons aucune raison de douter de sa parole. » Évelyne ne croit pas à la culpabilité d'Ariel. Jusqu'à présent, il l'a toujours attaqué de face. Un acte hypocrite n'est pas dans ses habitudes. Finalement, elle commence à l'apprécier, le petit révolté. À la fin de la classe, elle s'approche de lui et lui demande s'il accepterait une invitation à dîner. Interloqué, le jeune homme acquiesce. Évelyne s'en réjouit. Elle aime les conflits, à condition qu'ils se résolvent. Comme d'habitude, elle choisit un resto hyper chic, car elle adore initier les gens à la lecture d'une carte qui leur semble hermétique. Elle aime inviter les jeunes hommes. Contrairement aux filles qui s'adaptent très vite, les garçons sont plus lents. Évelyne prend plaisir à observer leur maladresse, leur côté gauche, et ce besoin d'apparaître adulte sans en avoir les moyens. En général, ils se détendent hors d'œuvre et le repas se passe bien. Celui-ci fera exception à la règle. Ariel ne desserre pas les dents, goûte à peine les plats qui lui sont proposés et qu'elle a dû choisir car il refusait de se prononcer et demande un coca comme boisson. Elle essaye d'aiguiller la conversation sur ce qu'il aime, il n'aime rien. Sur ce qu'il lit, il ne lit rien. Sur la musique qu'il écoute, il n'aime pas en parler. À un moment, elle pense provoquer une minute de vérité en lui demandant ce qu'il lui reproche. Elle laisse passer l'occasion, puis n'ose plus. Enfin, n'en a plus envie. Elle croyait avoir affaire à un révolutionnaire et elle déjeune devant un futur beauf et qui plus est macho. Elle perd son temps. Que penses-tu des desserts ? Elle sait qu'en posant ainsi la question, elle augmente ses chances de raccourcir leur pas. Ça ne rate pas. Elle aura tout de même droit à un bruit. Bof, lâche-t-il. T'as raison, conclut-elle. Je vais demander l'addition. Il a tout de même le réflexe de la laisser passer devant lui lorsqu'il sort du restaurant. Le jeune homme lui propose de la ramener. « Oh, je vis à 200 mètres, répond-elle. « C'est plus sûr, si tu veux. » Elle se fait ainsi raccompagner jusque chez elle dans un silence pesant. Arrivée devant la porte de l'immeuble, elle lui dit au revoir. Quelle soirée, pense-t-elle en entrant dans son appartement qui se trouve au rez-de-chaussée. Elle allume puis va fermer les rideaux. Il est encore là. Elle ouvre la fenêtre et lui lance « Merci de m'avoir protégé ». Elle ferme la fenêtre et se demande s'il comprendra qu'elle essaie de lui apprendre qu'il est de tradition de remercier la personne qui vous offre un repas. Merci de m'avoir protégé. En plus, elle se fout de moi, pense Ariel en regagnant son HLM. Il passe devant la maison d'un de ses amis qui l'attend. Alors, demande curieux celui qui a patienté toute la soirée. L'horreur, une bouffe de con. Et elle s'est foutue de moi. Plus il raconte ce repas à son copain, plus il se convainc que la jeune fille l'a invité dans le seul but de l'humilier, probablement sa façon de se venger des pneus. Il décrit à son compère sa robe rouge qui laissait transparaître tout son corps. Même en classe, elle n'a jamais osé en porter de pareil. La salope, conclut le copain.
Et puis sa façon pendant le repas de se pencher en avant, histoire de me faire apercevoir sa poitrine. La salope! Oh, et puis sa manière de mettre les aliments dans la bouche en moulant les lèvres. La salope! Oh, et puis la manière de dire au serveur que le repas était un véritable plaisir. La salope! Mais qu'est-ce que t'as à t'exciter comme ça? La question d'Ariel a le don de calmer immédiatement son ami qui commençait à prendre du plaisir à visualiser les descriptions du caïd. Depuis toujours, ce regard dur le terrorise. Quand il est comme ça, Ariel est capable de tout. Tu veux que je te dise? Lâche-t-il espérant que son ton sérieux le calmera. Il n'y a qu'une manière de casser une bonne femme. Tu veux dire? L'autre fait signe à Ariel qu'il est sur la bonne voie et continue. Il n'y en a pas une qui s'en remette. Elles ont tellement honte qu'elles n'osent même pas porter plainte. Ariel n'a pas l'air convaincu. L'autre précise. Et puis elle t'a provoqué. C'est elle qui l'aura cherché. Ariel hésite toujours. L'autre poursuit de la voix du lâche, rassuré de détourner la violence. À moins que tu ne préfères qu'elle se foute de toi toute l'année. Parce que ne rêve pas. Le repas, elle va le raconter à tout le monde. Tu crois? Ben évidemment. À commencer par ces petits bourges qui te respectaient l'année passée et qui maintenant ne jurent plus que par elle. Ce rappel douloureux finit de le convaincre. Son copain lui prête sa cagoule et d'autres vêtements. Ariel fonce vers l'immeuble d'où il vient, la tête enfoncée dans son bonnet afin qu'on ne le reconnaisse pas. Il s'approche de la fenêtre qui n'est même pas fermée. Décidément, son ami a raison, cette meuf cherche les ennuis. Il se glisse dans l'appartement et devine que la porte entr'ouverte dissimule la chambre à coucher. Il passe la tête et aperçoit sa prof de français dormant nue. Vraiment trop sûre d'elle, cette meuf. Il entre et allume brusquement la lumière. Elle se retourne tout doucement, à peine surprise. Il sort un couteau et l'invite à se taire. À son grand étonnement, elle demeure parfaitement calme. Il enlève son pantalon, s'énerve parce qu'il a oublié d'ôter ses chaussures. Les secondes qu'il met à se dénuder lui paraissent interminables. Décidément, il aura toujours l'air d'un con devant cette prof. Mais elle ne perd rien pour attendre. Il rajuste sa cagoule, seul habit qui lui reste. Lentement, il s'approche d'elle. Elle n'a pas l'air de comprendre et le regarde fixement. Un instant, il hésite. Mais c'est trop tard au point où il en est. Il saute sur le lit et se retrouve à cheval sur ce corps qu'elle aime tellement exposer. Evelyne, qui a tout de suite reconnu Ariel, se dit qu'avec les cons, on n'est jamais déçu. Tout à coup, elle le voit pointer son couteau vers sa poitrine. C'est le moment qu'elle attendait. Elle saisit son poignet et par une prise d'aïkido, le projette en bas du lit, la main collée à son dos. Elle appuie un peu, il lâche l'arme. Du pied, elle le repousse, sort de la main gauche la paire de menottes qui traîne sur sa table de nuit et attache le poignet du garçon à la barre du lit. Sans même qu'il ait eu le temps de dire ouf, Ariel se retrouve étendue sur le lit, menottée. « Vous allez appeler la police ?» Elle prend un peu de recul et le regarde longuement. Il devine qu'elle l'a reconnue et se tait, incapable de comprendre ce qui se passe. Un instant, il a l'impression qu'elle hésite. « C'était pour jouer, juste pour rire, une blague », lâche-t-il lâchement. Elle sourit de ce sourire de femme du monde qui vient de prendre une décision. S'approche lentement de lui, enlève sa cagoule et la lui met dans la bouche. Puis, toujours aussi calme, elle va dans l'armoire et en sort un fouet. « On ne s'est pas tout dit pendant le repas, murmure-t-elle. Moi, j'ai des fantasmes sadomaso. » Elle le regarde et ingénue ajoute « Ce soir, ce sera sado. »